Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour savoir s'il est possible de devenir propriétaire quand on est interne en médecine. Je m'appelle Estelle et je suis interne en médecine depuis maintenant 1 an, plus spécifiquement interne en psychiatrie, et si ce sujet vous intéresse, je vous laisse aller voir les autres vidéos sur ma chaîne. Mais aujourd'hui, je vais vous démontrer qu'il est possible d'investir dans l'immobilier, d'acheter un bien quand on est interne. En effet, dans mon cas, ça fait maintenant 6 mois que je suis propriétaire de mon appart. Personnellement, j'ai préféré acheter plutôt que de louer parce que je préfère rembourser un crédit plutôt que de perdre de l'argent en payant un loyer. Mais ça, c'est une question très personnelle et vous avez peut-être un avis divergent là-dessus. Mais en tout cas, si vous qui regardez cette vidéo êtes intéressé par le fait d'acheter et d'investir dans l'immobilier, alors je vais vous expliquer avec cette vidéo comment procéder. Quelles sont les étapes clés pour acheter un bien immobilier? Première étape indispensable, définir votre projet. Qu'est-ce que j'entends par là? Déjà définir globalement qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez acheter un appart, acheter une maison? Est-ce que vous voulez y vivre maintenant ou le mettre en location? C'est des choses auxquelles il faut déjà réfléchir. Ensuite, il faut absolument, avant de vous lancer dans des recherches ou quoi, avoir une petite idée de quelle est votre capacité d'emprunt. Alors peut-être que vous pouvez acheter un bien cash, personnellement ce n'était pas mon cas, donc j'avais besoin dans tous les cas de passer par un prêt. Donc vous pouvez déjà aller voir votre banque, demander un rendez-vous avec votre conseiller, lui expliquer votre projet et voir quelle serait votre capacité d'emprunt en fonction de votre salaire bien sûr et de est-ce que vous êtes prêt à faire un apport ou pas, est-ce que votre famille va vous soutenir dans ce projet ou est-ce que vous voulez le réaliser tout seul. Mais sinon vous n'êtes pas obligé d'aller voir directement votre banque, vous pouvez passer par des courtiers. Petite alerte, je ne suis pas du tout dans ce domaine, donc ce dont je vais vous parler et les explications que je vais vous donner relèvent de mon expérience personnelle. Mes explications ne seront peut-être pas toujours exactes, mais en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris et donc je le simplifie de la façon dont je l'ai compris. Donc faites preuve d'indulgence, je vous prie, sur mes connaissances dans ce domaine. Mais du coup, de ce que j'en sais moi, un courtier est censé pouvoir faire le lien entre vous et les banques. Et donc une fois que vous lui avez expliqué votre projet, que lui a fait une estimation de qu'est-ce que vous pourriez emprunter éventuellement, lui-même va aller faire des démarches auprès des banques pour les solliciter et qu'elles puissent vous prêter de l'argent. Et si vous acceptez de prendre un prêt avec l'une des banques que le courtier vous a trouvé, lui-même sera payé par un petit pourcentage sur cette vente par le biais de la banque avec laquelle vous décidez de travailler. Et ça sera donc compté dans votre prêt de manière générale, il me semble que ça fonctionne comme ça. Il existe beaucoup de courtiers sur le marché, mais à ma connaissance, de spécialisés dans le cas des internes en médecine, il n'existe que MedEmprunt, avec des courtiers qui sont vraiment formés sur comment défendre le dossier d'un interne. Parce que le problème, c'est que le statut d'interne, il est pas très connu par les banques en général, vu qu'on n'est pas vraiment en CDI, mais on n'est pas vraiment en CDD non plus, on n'a pas vraiment de contrat de travail, mais on a quand même des feuilles de salaire, mais notre salaire n'est pas toujours fixe parce qu'on a des gardes, et en plus, en fonction des années, le salaire augmente. Bref, c'est souvent compliqué à expliquer à des banques et donc c'est pour ça que ça peut être pas mal de se faire accompagner par des professionnels qui savent vraiment bien défendre le dossier d'un interne. Donc pour en revenir à votre capacité d'emprunt, forcément ça va dépendre de votre salaire. Quand vous êtes interne, la première année, votre salaire de base il est à 1600 à peu près. Sur la deuxième année, il passe à 1800 €. Ensuite, troisième année, environ 2000, etc. Et donc, en fonction de l'année dans laquelle vous vous trouvez, vous n'aurez pas forcément la même capacité d'emprunt. Vous n'aurez pas la même capacité d'emprunt selon votre apport. Encore une fois, si votre famille vous prête de l'argent ou alors se porte garant, voilà, ça fait partie des critères qu'il faut évaluer avant d'envisager d'acheter un bien pour avoir une idée de l'enveloppe avec laquelle vous pouvez réfléchir et chercher un bien immobilier. Encore une fois, je ne suis pas de ce domaine-là, donc renseignez-vous surtout auprès de votre banque ou de courtier. Mais il faut savoir que par rapport à votre salaire, ce qui va compter, c'est le taux d'endettement. Le taux d'endettement, grossièrement, c'est le pourcentage qui peut être pris sur votre salaire par mois, qui est légal pour pas que vous vous retrouviez sur la paille quoi à la fin du mois. En très gros, très grossièrement résumé. Et donc ce taux d'endettement, il est fixé à 33% en France. Je ne sais pas si ça change en fonction des pays, mais en tout cas, pour toutes les banques, ça sera 33%. Parfois, ça peut dépasser un petit peu si c'est dans des limites raisonnables. Mais du coup, forcément, quelqu'un qui aura un salaire à 4000 € et un salaire à 1600 ne pourra pas emprunter la même chose parce qu'ils ne pourront pas par mois rembourser le même montant vu qu'il y a ce taux d'endettement de 33% qui ne peut pas être dépassé. Ce taux d'endettement, il est donc calculé par la banque pour qu'elle ait un ordre d'idée des mensualités que vous pouvez payer qui vont permettre de rembourser le prêt et en l'étalant sur plusieurs années, voir combien vous êtes capable d'emprunter. Ce qui est très important à prendre en compte et qui lui par contre varie, c'est le taux d'intérêt. Quand vous empruntez de l'argent, ça va pas fonctionner du style je veux 100 000 €, la banque me prête 100 000 €, je rembourse mes 100 000 €.
Malheureusement, ça serait trop beau. Quand vous empruntez de l'argent, il va falloir que vous payiez un petit supplément, ce qu'on appelle le taux d'intérêt, et qui varie en fonction de l'année, de la période. Ces derniers temps, les taux étaient assez hauts, à près de 4%. Donc ça veut dire que vous remboursez en gros 4% du montant que vous avez demandé à la banque en plus parce qu'elle vous prête de l'argent. Encore une fois, c'est des explications très grossières pour vous donner un ordre d'idée de comment ça fonctionne et qui sont utiles quand on veut acheter un bien. Évidemment, il faut être renseigné. Mais tout ça, ça sera à votre banque et au courtier de vous le réexpliquer. Mais je me permets de vous le dire parce que c'est des choses qui sont importantes à savoir quand on se lance dans cette démarche-là, parce que ça engendre des frais supplémentaires, évidemment. Une fois que cette première étape est passée, que vous avez défini votre projet, est-ce qu'il se faisait seul ou accompagné, et que vous savez à peu près la capacité d'emprunt que vous pouvez avoir, il est temps de passer à quelque chose de bien plus chouette, qui est la recherche de biens. Cette recherche, a priori, elle est plutôt sympa, et puis ça peut vite devenir un petit peu compliqué. Donc dès le départ, il faut que vous vous fixiez quels sont vos critères alors de superficie, quels sont vos critères de localisation, quels sont vos critères balcon, tous les trucs un peu annexes, et de transport, etc. Donc ça, c'est des trucs assez importants à bien définir au départ, comme ça vous n'allez pas vous perdre entre les différentes possibilités. Vous avez une idée très claire de vos critères, parce que voilà, c'est quand même un achat avec un prêt au bout à rembourser sur plusieurs années, 20 voire 25 ans. Donc c'est pas rien, et il faut pas se dire oh le premier truc qui a l'air sympa je le prends. C'est pas comme une recherche d'appart à louer. Clairement pas. Et pour moi, cette étape, c'est celle qui est censée être la plus longue, parce que voilà, il faut vraiment trouver le bien dans lequel, si déjà vous comptez habiter, vous vous sentez bien, et aussi ne pas vous faire trop avoir par des petits vices cachés, un appart qui en fait serait pas bien isolé du tout, vous allez tout devoir refaire. Il faut voir s'il n'y a pas de gros travaux à faire. Est-ce que vous pouvez y habiter directement? Est-ce que c'est un meublé, non meublé? Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser, et surtout un truc dont il faut faire assez attention, c'est la copropriété. Donc quand vous achetez du coup plutôt un appartement, vous entrez forcément dans le cadre d'une copropriété si c'est un immeuble où il y a plusieurs appartements, et donc qui dit copropriété dit que vous avez une part à payer sur les charges, alors que ce soit l'entretien, je sais pas, avec les poubelles, avec l'eau, parfois il y a ces choses-là qui sont comprises dedans. Il faut savoir donc quel va être le montant de ces charges de copropriété que vous aurez à payer. Généralement c'est tous les trimestres. Et donc ça va dépendre en gros de la superficie de votre appart par rapport au reste de l'immeuble. Donc en fonction de ça, vous allez avoir un certain pourcentage de part de choses à payer pour les charges. Et une chose très importante, ce qu'il faut savoir du coup, c'est est-ce que la copropriété a prévu de faire des travaux, par exemple de ravalement de façade ou des choses comme ça, parce que si vous achetez, ça va être à vous après de payer ces travaux-là. Sauf que parfois ça peut revenir à très très cher, refaire une toiture, ça coûte très 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 cher, et si vous avez un pourcentage dans la copropriété qui est important, c'est pour votre pomme. Donc c'est des choses à prendre en compte, surtout si vous avez fait un apport pour votre prêt. Est-ce que d'ailleurs vous êtes capable de suivre financièrement s'il y a des travaux à faire? Est-ce que du coup voilà, c'est pas quelque chose qui peut se négocier sur le prix derrière? Il faut vraiment bien être renseigné là-dessus. Et après, à vous de voir les consommations en eau, en électricité. Enfin, ça, c'est les trucs un peu classiques, même quand on loue un appart. Mais c'est d'autant plus important quand vous achetez, parce que forcément, vous n'allez pas pouvoir partir au bout d'un mois et remettre les clés au propriétaire. On peut avoir un coup de cœur, mais un coup de cœur bien réfléchi, qui coche tous les critères et qui n'engendrera pas plus de frais que prévu. Enfin voilà, il faut vraiment avoir une idée aussi à long terme sur cet appartement. La troisième étape, une fois que vous avez trouvé votre bien, c'est de rédiger une offre d'achat que vous allez envoyer au vendeur. Alors parfois vous l'envoyez directement, soit par courrier, soit par mail, soit ça passe par une agence. Ça va dépendre forcément du bien que vous avez trouvé. Et j'ai oublié de vous préciser, mais parfois si vous prenez une agence, les frais sont soit payés par le vendeur, soit payés par l'acheteur. Donc faites bien attention à prendre ça aussi en compte dans votre demande de prêt. Mais on reviendra sur ça après. Pour rédiger votre offre, c'est plutôt simple. Il y a plein d'exemples sur internet, mais en gros, vous avez à donner votre nom, certifier que vous vous positionnez sur cet appartement, que vous souhaitez l'acheter avec tel montant. Et ça, c'est très important parce que du coup, parfois, vous pouvez faire une petite négociation sur ce prix-là. Je crois que raisonnablement, ce qui peut se demander comme négociation, c'est environ 10%
de moins que le prix affiché. Il faut quand même être assez serein quand on fait une négociation parce que si sur cet appart il y a plusieurs personnes qui souhaitent se positionner et faire une offre d'achat, et bien forcément le vendeur choisira le plus offrant. Et donc forcément si vous avez demandé 10% de moins et que l'autre demande au prix affiché du bien, et ben ça sera celui qui a mis au prix initial qui aura l'appartement. Donc voilà, à bien réfléchir. Je pense que ça dépend des cas. Donc voilà, demander des avis auprès de professionnels. À mon sens, une négociation ça peut s'envisager quand il y a des travaux dans un appartement ou une maison qui sont nécessaires à prévoir avant d'y aménager. Donc ça c'est un argument assez fort quand même pour les vendeurs qui savent qu'en fait c'est pas possible d'habiter le bien en l'état et qui donc peuvent laisser une petite marge à l'acheteur pour faire des travaux dans l'appartement. Ou alors, comme je vous le disais, s'il y a des travaux qui sont prévus par la copropriété, vous pouvez négocier une petite marge dans la vente du bien. Et puis sinon, vous pouvez aussi faire en fonction du marché local. Est-ce que le bien est vraiment beaucoup plus cher par rapport au bien dans la région où vous êtes, ou est-ce que finalement c'est assez cohérent et donc là c'est un peu plus compliqué de faire une négociation. Ça y est, vous avez envoyé votre offre d'achat et elle vient d'être acceptée par le vendeur. L'étape suivante est donc de signer un compromis de vente ou une promesse de vente. Pour cela, il faut prendre contact avec un notaire. Vous pouvez démarcher des notaires, mais la plupart du temps, une personne qui vend son bien a déjà un notaire qui avait suivi pour, par exemple, la vente avant, quand le vendeur actuel avait pu acheter le bien. C'était pas du tout clair comme phrase. Enfin bref, tout ça pour dire que parfois les vendeurs ont déjà un notaire vis-à-vis du bien. Et donc c'est plus facile d'avoir les vendeurs et les acheteurs qui travaillent avec le même notaire. Moi en tout cas c'est comme ça que ça s'est passé et ça vous fait moins de charge mentale de chercher un notaire. Donc une fois que vous êtes mis d'accord avec les vendeurs et que vous avez le notaire, il faut signer le compromis de vente. Ce compromis de vente, en gros, il oblige le vendeur à réserver son bien pour vous le temps que vous trouviez un financement. Donc ça veut dire qu'il n'acceptera pas d'autres offres d'achat pour le bien. Le bien vous est exclusivement réservé jusqu'à ce que vous ayez un financement. Et si vous ne trouvez pas de financement au bout d'un certain délai, alors là, la promesse de vente peut s'annuler et donc le bien peut retourner sur le marché et vous avez raté votre bien. Mais pas de panique, il y a quand même un délai minimum de 2 mois pour que vous trouviez un financement. Et donc bien sûr, la 5e étape, c'est de trouver ce financement, donc soit revenir vers votre banque, soit revenir vers le courtier et lui demander d'aller solliciter les différentes banques pour avoir des propositions de prêt, évaluer entre les différentes banques les taux, les mensualités. Et ça c'est important, et même si vous ne choisissez pas de courtier, c'est quand même bien d'aller démarcher d'autres banques que la vôtre, parce que parfois vous trouverez finalement des choses un petit peu plus intéressantes ailleurs. Cette étape, je vous cache pas que pour moi ça a été une des plus stressantes parce que pour moi ça a bien pris 2 mois avant de réussir à pouvoir avoir le financement parce que en fait les banques prennent leur temps. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien anticiper la chose si vous avez une deadline parce que parfois ça peut prendre un peu plus de temps que ce que vous aviez pensé. Et puis voilà, finalement la banque vous donne le prêt, félicitations, vous n'avez rien à faire, c'est la banque qui va payer directement les notaires, faire le transfert de l'argent qui ne passe même pas vers vous, enfin en tout cas pour moi c'était comme ça. Et vous n'avez plus qu'à programmer un rendez-vous avec le notaire et les vendeurs pour signer l'acte de vente. Donc voilà globalement les étapes pour devenir propriétaire, pour acheter un bien immobilier, et vous voyez bien que c'est possible quand on est interne. En fait c'est juste notre capacité d'emprunt qui va varier, mais si vous arrivez à bien défendre votre dossier auprès d'une banque ou que des courtiers le font pour vous, c'est totalement possible d'investir quand on est interne, même si officiellement on n'a pas vraiment de CDI ou de contrat de travail, etc. J'espère que mes explications étaient assez claires et cohérentes, même si encore une fois, c'est pas mon domaine, moi je vous partage juste mon expérience, mais j'espère qu'elle aura pu vous aider à y voir plus clair là-dedans si vous aussi vous êtes intéressé par ce projet. Et puis donc bon courage et je vous envoie de la force si vous voulez vous lancer dans ce projet-là. Ça peut être laborieux, c'est long, c'est parfois pas mal de stress, mais c'est un bon investissement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez un projet d'achat. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me donner des idées de vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et sinon, en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.